Très heureux de vous retrouver dans School TV Le Mag. Merci encore de votre fidélité. C'est donc parti pour un nouveau numéro de ce Mag. On est ensemble pendant 30 minutes pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, c'est Action Éducation. Et on se concentre un petit peu sur le conflit en Ukraine. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission. La guerre en boucle sur les chaînes de la télévision, sur toutes les lèvres. Certains parents abordent la question avec leurs enfants. D'autres préfèrent l'éviter. Que faut-il privilégier? Que met le gouvernement à disposition des professeurs? Irina Capron sort sa loupe. Dans un instant, libérer la parole, être à l'écoute. Comment communiquer sur le thème de la guerre? Comment adapter son discours selon l'âge de vos enfants, que ce soit à la maison ou en classe? La réponse, ce sera également dans un instant. Et puis, le choc encore et toujours, ce choc des images. Comment faire face à la puissance des séquences, des photos, de ces clichés que vous voyez défiler en boucle en Ukraine? Possible de couper le robinet télé à la maison, mais c'est beaucoup plus compliqué pour les réseaux sociaux. Quelle solution? Les conseils de nos invités dans un instant en plateau. On est avec Morgane Blondel en plateau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignante d'histoire-géographie et d'instruction civique. Et d'enseignement moral et civique, oui. Voilà, au collège et au lycée. On est en Skype, on est en ligne avec Judy Nas. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Psychologue clinicienne spécialisée en psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent. On débriefe avec vous, mesdames, dans un instant. Juste après la loupe, c'est avec Irina. Et ma chère Irina, l'Éducation nationale qui a mis à disposition des enseignants des ressources pour comprendre un peu mieux ce conflit en Ukraine. Exactement, sur le site eduscol.education.fr, les professeurs d'histoire géo de collège et de lycée qui sont amenés à aborder l'Ukraine, l'URSS et les guerres du XXe siècle avec leurs élèves peuvent retrouver plusieurs ressources. Ces ressources peuvent servir aux professeurs de support pour échanger avec leurs élèves afin de les aider à mieux comprendre les enjeux géopolitiques, économiques, culturels et humains. Quel est le contenu de ces ressources? Alors, un document mis en ligne propose des conseils, des pistes pour répondre au mieux aux questions des élèves. Le ministère de l'Éducation nationale a énuméré quelques principes, comme par exemple accueillir l'expression de l'émotion des élèves, respecter la sensibilité des élèves, rassurer les élèves, être attentif au niveau de connaissance que les élèves ont de l'événement, clarifier les termes ou encore adopter une posture de neutralité. Alors Irina, on a compris, il y a ces fiches conseils. Il y a d'autres supports sur lesquels peuvent s'appuyer les professeurs? Oui, les professeurs peuvent s'aider des articles mis en ligne, par exemple sur le site Un jour, une actu. Dans ces articles, nous pouvons retrouver des cartes ou encore des infos animées pour mieux comprendre ce qu'il se passe. La conseillère pédagogique de l'Éducation nationale, Christine Cachin, a également mis en ligne une fiche pédagogique. Sur cette fiche, plusieurs questions essentielles ont été mises à disposition pour que les élèves comprennent mieux la guerre en Ukraine. La crise ukrainienne qui peut être abordée à différents points des programmes scolaires? Oui, l'étude ukrainienne entre en classe de 3e dans le thème 2 du programme d'histoire, le monde après 1945, mais aussi en classe de terminale générale avec le thème le monde, l'Europe et la France. Depuis les années 90, entre coopération et conflit, vous pouvez également l'aborder en classe de première générale dans l'enseignement scientifique d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, appelé HGGSP, dans l'analyse des dynamiques des puissances internationales. Vous adorez les acronymes décidément, ma chère Irina. C'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec Morgane Blondel, qui est enseignante d'histoire-géographie en collège et lycée, avec Judy Nas, psychologue clinicienne, spécialisée en psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent. Morgane, alors c'est bien ces supports, mais c'est pas un peu l'école de la débrouille? Vous vous êtes aidée avec d'autres professeurs et tout ce petit monde s'est mis en action, j'imagine? Alors, on a dû se mettre en action et c'est là où finalement notre métier prend tout son sens. En tant que professeur d'histoire-géographie. Alors, je tiens juste à souligner que aussi en première, on peut étudier le conflit ukrainien dans le cadre des frontières, qui est aussi un thème majeur de la classe de première en AGGSP. Moi, enseignant la géopolitique, ça a tout son sens. Alors, c'est vrai que nous avons beaucoup d'outils à disposition, du SCOL, les fiches, les différents médias destinés à la jeunesse, mais nous avons dû aussi nous approprier les informations, les outils, et créer nos propres outils pour être plus à l'aise avec cette question et puis surtout répondre aux différentes questions et partir aussi de ce que savent les élèves et de ce qu'ils ont pu entendre à travers les réseaux sociaux ou autres et être à même de répondre au mieux à leurs interrogations. Cette guerre elle dure depuis plus de 15 jours maintenant.
Morgane Blondel, est-ce que certains professeurs ont été pris de court? Parce qu'on rappelle que ça a été les vacances et que j'imagine que certaines zones ont peut-être été plus favorisées que d'autres. J'imagine que vous enseignez du côté de Neuilly, c'était peut-être plus facile. Alors c'est vrai que voilà, moi j'enseigne à Neuilly-sur-Seine et ça a été beaucoup plus aisé et j'ai eu du temps pour préparer mes supports et faire avec et anticiper aussi les questions. Vous étiez encore en vacances, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que quand le conflit a débuté, moi j'étais en province et en Normandie et j'ai observé un petit peu les collègues dans des lycées qui ont dû faire face à l'information et qui tombaient en temps réel, notamment sur les réseaux sociaux. Il a été très difficile pour ces collègues justement de faire corps et de répondre aux besoins des élèves. Pour vous, c'était évident qu'il fallait parler aux élèves justement de ce conflit? Oui, c'était une évidence. Ça fait partie aussi de nos compétences et enfin voilà. Enfin, pour moi, il est juste, c'est juste une obligation en tant qu'enseignant de le faire et il n'y a pas de non-dit là-dessus. Et au contraire, on est là aussi pour les amener et les accompagner dans le monde de demain. Et malheureusement, c'est le monde de demain, mais je pense qu'il faut aussi avoir un regard bienveillant dans le sens où, surtout en histoire-géographie, les élèves savent qu'une guerre commence et ils savent qu'il y a une fin. La guerre a commencé, elle a commencé bien avant ces 15 premiers jours. C'est une guerre qui a commencé depuis fin octobre, début mai, fin octobre, début novembre, pardon. Donc voilà, vraiment... même remonter au conflit de 2014, et effectivement. voilà, remonter à la Crimée. Mais c'est des tensions qui sont palpables dès octobre 2021. Je vous dis, Anna, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent. Que dites-vous aux parents qui font le choix, et on peut les comprendre aussi, c'est vrai, parce qu'ils ont peur de rendre la situation encore plus anxiogène, qui décident de ne pas communiquer avec leurs enfants? Vous leur dites quoi? Tout d'abord, je pense qu'en parler, prendre la décision de vouloir en parler dépend des valeurs éducatives de la famille. On a eu, comme on a dit, la rentrée scolaire tout récemment, donc il faut savoir que l'enfant, à moins qu'il soit dans une bulle, il a une vie sociale, et cette vie sociale fait qu'il entend des choses, il comprend des choses, il voit des choses, et c'est important de reprendre ce qu'il voit et ce qu'il entend et ce qu'il comprend pour être au clair là-dessus. Mais en plus de ça, et en tout cas je pense que c'est précieux pour les parents et pour les enfants d'être la première source d'information pour pouvoir vraiment bien border les choses et que l'enfant puisse comprendre le mieux possible la situation, en tout cas de la manière la plus compréhensive, pour qu'il puisse adapter et accepter aussi ce qui se passe. Je pense aussi qu'il faut éviter les écrans en ce moment, ou du moins éviter tout ce qui est violence. Ça peut être des vidéos, des notions qui peuvent être traumatisantes selon l'âge et selon la sensibilité aussi de l'enfant, ce qui peut être en fait effectivement anxiogène, mais plutôt privilégier des séquences, des replays que les parents auraient vu avant et sélectionner les vidéos correspondantes qui, selon l'enfant et selon sa sensibilité. Avant d'expliquer, il faut savoir lui demander ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, parce que les enfants se retrouvent notamment dans des cours de récréation, ou bien ils peuvent en parler en classe avec l'enseignant ou l'enseignante. Donc reprendre un peu ce qu'ils ont pu entendre et ce qu'ils ont pu voir, et ensuite leur demander leur ressenti. Donc voilà, se baser encore une fois sur les émotions. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Qu'est-ce que tu as compris? Les inquiétudes qu'il peut y avoir, etc. Et finalement, adapter le discours. Je vous dis, Nana, c'est important ce que vous me dites, parce que c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de témoignages de parents qui disent qu'on n'a pas forcément les outils, on n'a pas forcément les mots, pas forcément la bonne posture, et surtout, j'imagine qu'il faut être dans un bon état mental pour ne pas transmettre à son tour son stress à son enfant qui est parfois stressé. Donc, quel petit conseil vous auriez envie justement de leur donner? Il faut rester didactique, il faut rester simple, mais il faut absolument en parler. Déjà, je pense qu'à la question s'il faut en parler, je dis oui, totalement, il faut en parler. Il faut être au plus près de la réalité. Il faut utiliser, il faut aborder les choses, il faut nommer, par exemple, nommer le terme de guerre, il faut le faire, il faut l'expliquer, il faut faire le lien entre l'histoire, comme on vient de faire, et ce qui se passe maintenant, leur expliquer qu'il y a une fin à tout.
reprendre, donner de l'importance aux émotions, qu'est-ce qui est ressenti. Je pense aussi, comme un conseil qui pourrait être vraiment efficace, ce serait de proposer une mise en action aux enfants. Par rapport à l'âge, encore une fois, faire un dessin à un enfant qui vit là-bas, écrire, passer par l'expression écrite pour travailler les émotions, faire un don, préparer un cadeau à envoyer à des enfants qui vivent là-bas, etc. D'accord. Je pense que ça pourrait vraiment être important. Et encore une fois, on peut utiliser les explications des organisations de paix, comme l'OTAN, qu'on pourrait présenter par exemple comme les gardiens de la paix. Chez les plus grands, chez les enfants qui sont un peu plus grands, on pourrait profiter de cette situation qui est totalement terrible pour remettre en avant des termes comme la paix, comme le respect, comme la non-violence, pour les apaiser face à la situation, pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe réellement et puis qu'ils puissent vraiment accepter et être en paix avec cette situation-là. On va rentrer justement dans le détail dans un instant, mais Morgane Blondel, on a parlé de ces parents qui ne souhaitent pas forcément communiquer ou en tout cas en parler. Encore une fois, moi je peux les comprendre avec leur enfant s'ils ne se sentent tout simplement pas capables, mais est-ce qu'il y a des professeurs qui ne souhaitent pas aussi en parler ? Alors, je suppose, oui. Il y a des professeurs qui ne se sentent pas à l'aise avec ces questions et qui ne se sentent pas forcément légitimes d'en parler. Donc, c'est vrai que nous, voilà, on a face à nous des jeunes qui sont pleins de questions. Et, même chez les profs d'histoire géo ? Alors, moi, dans mon équipe, je n'en connais pas. D'accord. Voilà, tout le monde a pris la question à bras-le-corps et on fait vraiment communauté pour nos élèves. C'est quoi les questions les plus difficiles ? Les questions les plus difficiles, c'est... Est-ce que ma maison va brûler ? Est-ce que c'est la guerre bientôt en France ? C'est pas du tout ça. Les enfants voient tout et ils voient qu'aujourd'hui, les parents sont en difficulté. Voilà, il y a des familles... l'un des parents a perdu son emploi à cause du Covid. Et aujourd'hui, il voit les prix, par exemple, du pétrole flamber. Donc, voilà, cette guerre a un impact aussi sur la vie quotidienne des familles. Bien sûr. Et les enfants le voient très... Parce que les parents en parlent à table, le prix des denrées qui est surenchéri. Parce qu'ils en parlent, parce qu'ils le voient, parce que, voilà, on a des familles qui se serrent aussi la ceinture. Donc, je pense qu'en effet, oui, certains collègues ne se sentent pas à l'aise. Il faut savoir que voilà, les ressources sont sorties un peu sur le tas et c'est vrai qu'il faut aussi du temps pour digérer et puis avoir un regard assez professionnel. Mais encore une fois, cette question, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire du professeur d'histoire-géographie, parce que ça s'inscrit à un temps donné sur le programme. C'est aussi l'affaire des institutrices, des instituteurs, des CPE, de l'ensemble de la communauté éducative. Pourquoi le chef des Russes, au lieu de parler, il envoie des chars ? C'est le type de question que j'ai lu. Bon courage. C'est ça. Je me mets 3 secondes à votre place, je me dis, bon, on va essayer de recontextualiser un petit peu. Voilà, c'est ça. Voilà, moi j'ai des grands cette année et il faut savoir que même les grands sont perdus. Des élèves de 18 ans qui vont voter d'ici quelques semaines sont perdus, ne comprennent rien parce qu'il y a beaucoup d'informations, trop d'informations, mais parce qu'on est dans cette... On est avec ces réseaux sociaux sur une information instantanée. Et il faut refixer, prendre un peu de hauteur, refixer, dire, la Russie, c'est présenter la Russie, présenter l'Ukraine, parce que finalement, ils ne connaissent pas ces pays, les localiser, les situer, et puis, parler des acteurs, parce que ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas l'affaire des Russes, mais c'est une affaire de Vladimir Poutine. Et éviter aussi les amalgames, comme on a pu connaître. Donc séparer en gros la question de Vladimir Poutine, effectivement, le président russe, et peut-être ne pas essentialiser toute la population russe. J'imagine que c'est important dans votre discours. Irina, question. Judy Hannes, vous en avez parlé, ce n'est pas facile pour les parents, mais y a-t-il un moment plus propice pour les parents pour aborder un tel sujet ? Et y a-t-il un bon âge pour aborder la guerre aux enfants ? Alors, je pense que tout moment peut être bénéfique pour l'enfant, parce que dans tous les cas, je me répète, il n'est pas dans une bulle. Il a une vie sociale, cet enfant-là, donc il entend beaucoup de choses et il voit beaucoup de choses. Donc, on comprend bien même à partir de 4-5 ans, je vous dis 4-5 ans
Je pense que dès la primaire, dès le début de l'élémentaire, D'accord. ça serait bénéfique pour l'enfant. Et alors, vous avez parlé tout à l'heure de dessin, il faut absolument trouver un moyen pour que l'enfant exprime ses émotions, et si ça ne se fait pas verbalement, ça doit se faire par un autre moyen, et le dessin, c'est un moyen, un bon outil. Totalement. Les émotions, ça serait de les nommer, de les exprimer, pour ensuite savoir les gérer et les contrôler. Il y a des moyens plus efficaces selon l'âge de l'enfant, surtout si ça ne se passe pas au niveau oral, comme les dessins, comme les jeux, comme les mises en situation en groupe d'enfants, ça pourrait être aussi très efficace. Le plus important, c'est de dédramatiser la situation en réalité, c'est ça? Oui, oui, totalement. Et on est dans une population d'enfants, malheureusement, qui ont vécu les attentats, qui ont vécu la pandémie, et qui maintenant vient se rajouter la guerre en Ukraine. Donc, on travaille déjà sur un terrain qui est extrêmement fragile pour l'enfant. Donc, c'est vraiment à prendre de l'importance et de pouvoir retravailler tout doucement avec l'enfant, selon l'âge et selon sa sensibilité. Nos enfants sont souvent percutés par bon nombre d'images. Bien sûr, il y a les chaînes d'infos en continu, et je suis bien placé pour le savoir. Il y a également, effectivement, tous les réseaux sociaux. Justement, Mademoiselle Blondel en parlait il y a un instant. C'est plus facile de couper le robinet télévisuel, j'imagine, et de couper les chaînes à la maison, mais pour les réseaux sociaux, on n'est pas un peu impuissant? Alors, pour les réseaux sociaux, je pense que c'est pour les enfants qui sont un peu plus âgés. Mais dans tous les cas, il faut que les parents soient dans l'action le plus rapidement possible pour qu'ils prennent un peu le relais et qu'ils aient les informations en tout premier de la part des parents avant même de lire des choses et de voir des choses sur les écrans. Et je pense qu'après cette étape-là, qui est très importante, les adolescents seront plus amènes de comprendre les choses, d'accepter ce qu'ils voient à travers les vidéos et à travers les notions qui sont assez violentes pour eux. Morgane Blondel, comment vous livrez vos explications? Est-ce qu'il faut un petit peu fractionner, ne pas tout donner d'un bloc, parce qu'on le sait, le conflit est aussi un petit peu compliqué, quoi. Et puis c'est quotidien. Penser que les adolescents arrivent à avoir un peu de recul vis-à-vis de ces images, voilà, c'est quand même... il faut nuancer. On a des élèves qui sont beaucoup plus sensibles qu'avant. Justement, c'est une des conséquences de cette crise. Et ils sont bombardés d'images via les réseaux sociaux, les influenceurs et autres. D'ailleurs, les réseaux sociaux sont finalement la première source d'information des adolescents. Ça a été prouvé. Hein. Moi, j'ai même fait le sondage auprès de mes élèves au lycée. Ouais. Donc voilà, on a des élèves qui aujourd'hui sont interpellés par des images, mais aussi par des séquences vidéo, notamment de Vladimir Poutine, qui parle de génocide, qui parle de dénazification. Et ce sont des notions et des concepts que nous, on revoit en histoire-géographie. Et c'est vrai que j'ai dû décrypter un petit peu les choses. On est parti sur ces représentations, sur ce qui a été dit dans les réseaux sociaux, voilà, la notion de dénazification, la notion de génocide. Et après, on a confronté les sources, et puis ils ont bien vu, au fait, avec ce travail-là, qu'au final, la réalité est tout autre. C'est un travail qu'il faut faire en petits groupes, ou on peut le faire avec toute la classe? Alors, tout dépend. Enfin, moi, je sais que je suis assez à l'aise avec ça. Moi, je l'ai fait en classe entière. D'accord. Il passe au tableau? Comment Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un sondage qui a été fait. Un sondage en ligne que j'ai envoyé, où ils m'ont envoyé un certain nombre d'idées qu'ils ont eues concernant ce conflit. Et ensuite, j'en ai pris 3 et j'ai décrypté l'information. Donc, le génocide est ressorti, la dénazification est sortie aussi. Donc voilà, après, ça demande beaucoup de travail aussi personnel, de recherche, pour expliquer ce qui a été dit ou ce qui a été montré et dire que finalement, voilà, cette question de génocide, on n'en est pas là. Qu'il y a une définition qui est bien stricte et juridique, et que la réalité est tout autre. Et tout de suite, au fait, ça permet aussi de décompresser
toute cette tension que Parce les que jeunes cette ont. tension, des fois, vous la sentez quand vous entrez en cours, vous sentez cette énergie, cette tension là Les élèves sont... En cours d'histoire géo? Ah oui, oui, les élèves sont inquiets, sont tendus. Aujourd'hui, ils ont peur d'aller à l'étranger. Parce qu'il y a eu la récré juste avant, que ça en a parlé, et que ça... et qu'ils fantasment là-dessus? Tout simplement parce que pendant une semaine, ils étaient donc ailleurs, ils étaient en vacances et qu'ils sont revenus avec plein de questions. Et puis voilà, ces réseaux sociaux où il y a de la désinformation qui a été faite aussi. Vous avez bousculé vos programmes, du coup, comment vous vous êtes organisé? Est-ce que vous consacrez 1 heure dans votre cours pour répondre aux questions des élèves ou ça se fait un peu naturellement en fonction des questions Alors, les élèves n'osent pas trop bousculer le cours Enfin voilà, le cours. Donc, ils n'ont pas forcément posé les questions tout de suite. Mais oui, j'ai pris le temps. Je dis, bon, bah voilà, on fait une pause. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est important. Donc voilà, j'ai commencé par présenter les choses, c'est-à-dire la Russie, l'Ukraine, les acteurs et aussi la chronologie des faits. Et aujourd'hui, vous, qu'avez-vous entendu? Bah voilà, j'ai entendu c'est le génocide, la désaffectation, des enfants qui meurent, des femmes qui se font brûler vifs. Enfin, j'ai tout entendu. Et après, voilà, on a pris 2-3 exemples et puis on a décrypté ensemble. Et au final, les élèves me disent merci parce ils se sont sentis soulagés. Et j'ai même certains élèves qui ont pu expliquer à leurs parents ce qu'était le conflit. Wow. Et là, on Bravo. dit, d'accord, j'ai pris 1 heure, j'ai pas perdu 1 heure de mon temps, mais derrière, j'ai fait le job. Vous voyez? Joudina, je rappelle que vous êtes psychologue. Comment ne pas renforcer ce sentiment d'impuissance, que ce soit chez les parents ou même parfois chez les professeurs qui, on l'a bien compris, avec Morgane Blondel, prennent ce temps pour expliquer le conflit? Je pense qu'il y a un sentiment d'impuissance face aux émotions et face aux inquiétudes que l'enfant pourrait présenter. Mais je pense que si on s'approche le plus de la réalité, si on n'a pas un discours de gentil méchant, mais on essaye vraiment d'expliquer le plus précisément possible, en restant tout à fait d'une manière apaisante, ce sentiment de peur et d'incompréhension doit être vraiment travaillé pour qu'on soit au plus près de la réalité et de ce qui se passe pour que l'enfant soit apaisé et les parents également. Pour les plus jeunes, est-ce que ce sentiment d'anxiété, il peut être momentané ou justement il peut s'installer? Alors justement, je pense qu'il peut s'installer avec le temps, notamment avec ce qui s'est passé ces dernières années. On est déjà sur un terrain fragile avec un risque majoré des troubles, comme des troubles de sommeil, avec des cauchemars, des troubles de l'alimentation, de la concentration et de l'attention aussi. Donc il faudrait travailler dès maintenant, le plus rapidement possible, cette anxiété-là. Et on fait ça tout simplement en nommant ce qui est ressenti, en contrôlant ce qui est ressenti, en mettant en place des méthodes, des activités comme le dessin, comme le jeu, comme des situations en petits groupes d'enfants, pour pouvoir vraiment apaiser les idées et vraiment travailler sur ce qui est réfléchi par l'enfant finalement. Morgane Blondel, comment on s'adapte aux questions des différents enfants? Alors cette année, vous avez en charge que les lycées. Oui. J'imagine qu'au collège, c'est encore d'autres questions. Encore d'autres questions. Quand on a regardé la carte, il y en a certains qui m'ont dit « Mais c'est bizarre, la Russie, c'est déjà le plus grand pays du monde, ils veulent encore s'agrandir. À quoi ça sert ?» Encore, voilà, un type de question. Oui, mais ces questions, on les a aussi au lycée. Donc, leur expliquer qu'il y a aussi des enjeux économiques, des enjeux historiques aussi, et ça, ils l'entendent bien, que ce soit en 6e, en 5e, et ça, ils le comprennent. Je voulais juste revenir sur quelque chose, sur cette notion de gentil et de méchant. Nous, c'est vrai qu'au collège, on leur explique qu'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant dans une guerre, et tout le monde subit, au fait, et il faut savoir que les Ukrainiens subissent lourdement les conséquences, mais que derrière, on a aussi une population russe qui n'adhère pas à ce conflit et qui est en souffrance. Mais cette souffrance n'est pas médiatisée parce que c'est un choix aussi du gouvernement russe de mettre un petit peu ça. Et ça aussi, c'est compliqué à remettre en perspective, essayer de rester neutre, c'est ça? Exactement, c'est ça. Il faut rester neutre et leur dire et leur montrer que voilà. C'est ce qui se passe en Ukraine. On a aussi des répercussions en Russie et qu'il ne faut pas oublier aussi. Il faut avoir un regard plus objectif et montrer que
voilà, ce qui se passe en Ukraine, c'est aussi visible ailleurs et que... Et puis voilà, même remettre en perspective ce qui se passe notamment en Syrie ou en Afghanistan, parce que c'est vrai que les médias insistent beaucoup sur ce qui se passe en Ukraine, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres conflits aussi dans le monde, notamment au Mali. Voilà. La force Barkhane, notamment, est en train Exactement, donc, voilà. d'être évacuée. L'info en plus. On en a beaucoup parlé, effectivement, Irina Capron, à l'heure des réseaux sociaux. Les téléphones portables sont omniprésents. Les enfants sont exposés aux images qui circulent depuis le début de la guerre. Eh bien, de nombreux Ukrainiens racontent leur quotidien. Surtout sur TikTok, le réseau social préféré des jeunes, connu pour ses courtes vidéos de défis ou de danse. Depuis quelques jours, la réalité de la guerre se partage en direct sur ce réseau social. On peut voir plusieurs soldats avec leurs armes partir au combat, ou encore une Ukrainienne qui raconte son quotidien dans un abri anti-bombe, tout en mettant une musique assez pop, une vidéo qui a fait des millions de vues. Le problème, de nombreuses vidéos sont détournées de leur contexte initial, voire mises en scène. Et l'autre problème, ces images peuvent faire peur aux enfants, voire les traumatiser. Morgane, est-ce que certains de vos élèves vous ont parlé de ces images sur les réseaux sociaux et comment vous les protégez de ces vidéos? Alors, pour les protéger de ces vidéos, c'est pas évident. Parce que nous, les enseignants, nous sommes co-éducateurs. Nous co-éduquons avec les parents. Et première chose, c'est aussi aux parents de prendre à bras-le-corps ces choses-là et essayer de décrypter et de mettre en perspective les choses. En effet, c'est une réalité, ce sont des photos qui ont été prises à un instant T et c'est pas évident. Donc, la première démarche à effectuer, c'est l'écoute. Écouter et voir, entendre ce qu'ils ressentent. Et les accompagner. Ne pas nier, parce que l'idée n'est pas de nier ce qui se passe, mais voilà, de les accompagner et d'être à l'écoute. Et déjà, c'est beaucoup. Il y a une éducation à l'information, bien évidemment, mais aussi une éducation à la désinformation. Ça commence en cours d'histoire géo? Alors bien sûr, on a donc l'éducation aux médias et à l'information. C'est dans le programme, dans tous les programmes scolaires. Ça se fait de manière interdisciplinaire et en filigrane. Après, voilà, ça aussi, c'est un enseignement qui est l'affaire de tous. Et c'est vrai qu'on a des temps dans les programmes scolaires qui sont dédiés spécifiquement à ça. Par exemple, en première, ils ont un thème, s'informer, où on est sur cette... on prend à bras-le-corps donc, ces outils de l'information et on étudie l'évolution de l'information dans le temps. Et puis, on le fait aussi dans le cadre, on va bientôt avoir la semaine des médias, la semaine de la presse. Ça va être aussi l'occasion de prendre le temps et justement d'aller vers cette éducation aux médias et à l'information. Voilà, donc les choses sont faites. Mais... Le gouvernement ne peut pas tout, mais en fait-il assez? Et surtout, comment peut-il vous aider encore un peu plus? C'est compliqué. C'est compliqué. On l'a compris. C'est une question compliquée parce que on a quand même il faut comparer aussi aux autres pays européens. Quand on regarde, on est quand même bien lotis. On a des ressources à disposition. Je peux vous dire, qui arrivent de manière... Morgane, que nous, on fait des émissions sur le monde entier, qu'on a parlé de l'éducation au Brésil, l'éducation au Vietnam, l'éducation au Sénégal, et je peux vous assurer qu'on est très très bien lotis. On est quand même bien lotis parce qu'on a quand même des ressources mises à disposition. Alors, pour certains, c'est trop tôt, c'est trop tard. Après, ça, c'est assez subjectif. Mais on n'a pas à se plaindre en France. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut faire mieux, mais on peut toujours faire mieux. Joudi Naas, on a parlé effectivement de la puissance de ces réseaux sociaux. Il est difficile de s'enlever une image de la tête, une image puissante de la tête, une image de guerre, une image avec des corps jonchés peut-être sur le sol, comme on a vu, et des débris en Ukraine. C'est compliqué, ça, à enlever de la tête d'un enfant? Alors oui, tout à fait. Je pense que s'ils voient une vidéo ou qu'ils entendent des notions qui sont assez choquantes pour eux, ça peut être traumatisant. Donc en plus de parler d'anxiété, cette image peut rester bloquée pendant un moment, même pendant des années, si le sujet n'est pas travaillé. Donc voilà, encore une fois, l'importance de travailler sur ça dès le plus jeune âge et dès le plus rapidement aussi possible, donc dès maintenant finalement, pour pas que ça soit traumatisant pour l'enfant par la suite.
Merci en tout cas à toutes d'avoir participé à cette émission et merci encore pour vos éclairages. On vous souhaite bien évidemment bon courage pour la suite de cette saison. Merci à Morgane Blondel qui est enseignante d'histoire-géographie et d'éducation civique au collège et au lycée. Et bien sûr à Jody Nahas qui est psychologue clinicienne spécialisée en psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent. Un grand merci à vous Irina. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV, le mag. L'essentiel de nos émissions s'est retrouvé bien évidemment sur le site internet schooltv.com. Excellente journée.